Madame Kalamar, le cas du journaliste Jamal Khashoggi est probablement le cas d'exécution extrajudiciaire sommaire ou arbitraire le plus connu par le grand public. Il s'agit de graves violations des droits humains qui restent peu connues. Comment faire efficacement plus de pression sur la communauté internationale pour qu'elle s'engage vraiment et efficacement dans la lutte pour la justice et la vérité pour les victimes, mais aussi pour empêcher que de tels crimes puissent se produire? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à ce festival, même si c'est de façon digitale. Et je tiens aussi à vous remercier de montrer le film The Dissident, qui est un film très important pour Jamal Khashoggi, mais au-delà de Jamal, pour l'ensemble des défenseurs, des activistes, des dissidents, des journalistes qui sont attaqués et qui sont en fait tués. La question de l'impact de la communauté internationale est bien sûr ce qui m'a amenée à faire mon enquête lorsque j'étais rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les exécutions extrajudiciaires. Il m'a semblé tellement peu acceptable que 3-4 mois après le meurtre de Jamal, la communauté internationale était prête à tourner la page. Les Nations Unies étaient prêtes à continuer leur petit bonhomme de chemin. Et malgré les grandes déclarations au mois d'octobre 2018, plus personne n'était vraiment prêt à faire quoi que ce soit. Cette capacité de la communauté internationale à tourner la page, à ignorer ce qui s'était passé, à prétendre qu'il s'y intéressait, mais franchement, à espérer qu'on allait vite, nous aussi, tourner la page, ça m'a franchement horrifiée et ça m'a mise en colère. Et je me suis dit, moi, je peux faire quelque chose. Je suis rapporteuse spéciale, j'ai un mandat des Nations Unies pour enquêter sur les exécutions extrajudiciaires. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation pour le faire. Donc, s'il y a une personne au sein des Nations Unies à l'heure actuelle qui peut faire quelque chose, c'est moi. Et franchement, c'était que moi. Donc, j'ai voulu briser ce silence et cette inertie, cette capacité de la communauté internationale à tourner la page. Donc ça, c'est pour répondre d'abord à votre question, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la détermination, il faut de la volonté et il faut utiliser tous les instruments à notre disposition pour briser cette capacité d'inertie et ce silence qui entoure très rapidement les meurtres de journalistes ou de dissidents. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Dans le cas de Jamal, ce qui a permis quand même de faire de ce cas-là, de ce meurtre, un emblème pour la communauté internationale, c'est le fait que les médias internationaux, elles aussi, n'ont pas été, ont décidé de ne pas tourner la page. Elles aussi ont dit, eh ben, pour une fois, on ne va pas être seulement omnibulé par ce qui est médiatique, etc. On va continuer de travailler sur le cas de Jamal. Et ils l'ont fait. Donc, que ce soit les médias internationaux, Washington Post, New York Times, Le Monde, etc., que ce soit les médias locaux, particulièrement en Turquie, les journalistes locaux, les journalistes du Moyen-Orient, tout le monde a voulu faire en sorte que le meurtre de Jamal ne tombe pas dans un grand puits de l'oubli. Et ça, c'est très important parce que ça a permis de faire en sorte que Jamal reste sur l'agenda international. Malgré toutes les tentatives de l'Arabie saoudite de tourner la page, malgré toutes les tentatives de Mohammed Ben Salman de faire oublier Jamal Khashoggi, malgré toutes les tentatives de Donald Trump et de ses alliés, Jamal a toujours demeuré sur l'agenda international et ça, c'est très important. Troisièmement, il faut la société civile, il faut
qu'eux aussi agissent dans le sens de faire de lobbying, de replacer le meurtre dans un contexte de manquement aux obligations internationales et de faire en sorte que le meurtre de Jamal soit défini pour ce qu'il est, une violation des obligations internationales de l'Arabie saoudite, une violation des droits humains de M. Khashoggi, une violation du droit international, une violation de la Charte internationale des Nations unies. Donc, pour mettre en avant tout ça, il fallait mon enquête, mais il fallait aussi la société civile. Ce n'est pas suffisant. Même avec le cas de Jamal, même avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, Mohammed Ben Salman a échappé à la Cour de justice. Il a échappé au juge. Il n'a pas échappé à la cour de l'opinion publique. Parce que M. Mohammed Ben Salman ne peut plus jamais se promener dans le monde sans que le nom de Jamal Khashoggi soit attaché à sa personne. M. Mohammed Ben Salman est un roi qui est tout nu. Ces prétendues modernités, nous l'avons démontré. Nous lui avons retiré tous ces beaux habits d'apparat. Ces prétendues modernités du prince moderne, du prince modernisateur. Plus personne n'y croit, à part quelques personnes qui l'a soudoyé. Plus personne n'y croit. Il a perdu sa réputation. Et je dirais qu'il l'a perdu à tout jamais, selon moi, à tout jamais. Donc là, nous avons gagné. Mais il n'est pas devant les juges. Il faut donc plus. Moi, ce que je demande, ce que j'ai demandé, j'ai fait beaucoup de recommandations, certaines d'entre elles ont été mises en œuvre et on pourra en reparler. Ce que j'ai demandé au niveau international, c'est que la communauté internationale se dote d'un mécanisme d'enquête. J'ai fait cette enquête, mais si je n'avais pas été là, elle n'aurait pas été faite. Donc, il nous faut un mécanisme qui s'auto-saisisse en cas de meurtre ou de violence de cette nature, un mécanisme d'enquête qui fasse à la fois des enquêtes du type criminel et du type droits humains, qui identifie les méthodes de responsabilisation, les mécanismes qui pourraient permettre à ceux qui ont tué, à ceux qui ont agi, soit directement, soit en tant que commanditaires, de se retrouver devant les juges. On peut le faire, on l'a fait, la communauté internationale a de tels instruments pour ce qu'ils appellent les violations massives, par exemple comme en Syrie ou au Myanmar. Je crois qu'il serait indispensable d'avoir un tel instrument pour les meurtres, pour les disparitions forcées, parce que si on s'attaque au cas individuel, on peut sûrement prévenir de plus grandes violations. Donc ça, c'est l'une des recommandations que j'ai mis en avant pour la communauté internationale. Dans votre rôle de rapporteur spécial, vous avez justement guidé cette enquête. Quelles ont été les principales difficultés de ce travail et quel bilan en tirez-vous maintenant? Très bien. Écoutez, les difficultés pour mon enquête, ce sont les difficultés que tous les rapporteurs spéciaux rencontrent, des difficultés de moyens. Donc, moi, j'ai fait cette enquête sans source de financement, c'est-à-dire que les Nations Unies m'ont accordé un petit financement qui d'ailleurs fait partie de mes prérogatives en tant que rapporteur spécial. Ils ont payé 5 jours de mission en Turquie et 3 jours de mission aux États-Unis. Mais c'est tout. Après ça, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en touchant mes propres économies, mes économies personnelles. Donc ça, c'est une limitation, les moyens que nous n'avons pas. Après coup, des personnes sont venues pour m'apporter leur soutien, des fondations, des institutions, mais c'était environ 6 mois après avoir terminé mon enquête. Donc pendant pratiquement 10 mois, j'ai travaillé sur la base de ma détermination et de mes économies personnelles. Un manque de moyens au niveau des personnes. Là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai bénéficié de collègues formidables avec qui j'avais travaillé avant, qui travaillent pro bono, qui ont travaillé pro bono pour moi, et nous avons été une équipe formidable. Mais si on n'a pas ces gens autour de soi, si on n'a pas ces experts, ces amis, ces collègues, c'est très difficile. Ça aurait été impossible de faire une telle enquête. Donc, manque de moyens. Au niveau administratif,
les Nations Unies n'ont pas, selon moi, apporté le soutien qu'ils auraient pu, dans la mesure où à chaque demande, ils m'opposaient un nom administratif. Donc, je n'ai jamais reçu de nom politique. Je ne peux pas vous dire que les Nations Unies ont essayé de m'empêcher. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Mais ils n'ont pas favorisé la tenue de cette enquête. Et en fait, à beaucoup de moments, j'ai eu affaire à ce que j'appelle, moi, les petits obstacles médiocres de l'administration qui peuvent vraiment compliquer les choses. J'ai bénéficié par contre du support, donc je vous l'ai dit, des experts, de la société civile, des médias, aussi des autorités turques, en particulier du procureur et des enquêteurs en Turquie qui m'ont donné accès à des informations, ainsi que des services d'intelligence de renseignement turcs. Ça ne va pas, ça a bien sûr un prix, ce genre de support, dont j'étais tout à fait consciente. Mais ça aussi, ça a quand même été très important. L'obstacle principal, c'est quelque chose qui est arrivé après, c'est le fait que l'Arabie saoudite ait refusé de collaborer, de coopérer depuis le début. Moi, j'ai commencé cette enquête en étant tout à fait ouverte d'esprit. Je voulais aller en Arabie saoudite, je voulais rencontrer le procureur saoudien. Donc, tout ça n'a pas été possible. Et ensuite, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour prétendre que mon enquête était biaisée, pour prétendre que mon enquête n'avait pas les éléments de preuve que j'étais censée apporter, pour m'attaquer personnellement, et à la fin, plusieurs mois après ça, pour me menacer de mort directement. Donc ça, c'est un obstacle, je dirais, qui s'est amplifié, en particulier, je pense, en réponse au fait que mon enquête a reçu beaucoup d'attention, que mon enquête a quand même joué un rôle en permettant que le meurtre de Jamal ne tombe pas dans l'oubli, et mon enquête a apporté cette analyse juridique au niveau du droit humain et un petit peu au niveau du droit criminel. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai été ensuite, de façon progressive, de plus en plus attaquée par l'Arabie saoudite. Mais franchement, les problèmes principaux des rapporteurs spéciaux, c'est des problèmes de moyens. Est-ce que vous avez l'impression que l'affaire Khashoggi a eu un impact concret sur la prise de conscience de la part de l'opinion publique de l'importance du journalisme libre et aussi des menaces qui planent sur les journalistes, surtout dans certaines réalités, mais aussi ailleurs? Écoutez, je ne veux pas faire preuve de trop d'optimisme ou d'être trop positif, d'être accusé de voir comme on dit en anglais, le verre trop plein. Mais oui, je pense que le cas de Jamal Khashoggi, le fait que tellement d'énergie positive se soit portée sur lui, le fait qu'on ait vraiment essayé de faire qu'il survive, entre guillemets, après la mort. Pour moi, ça a eu un impact. Vous parliez de l'opinion publique, je vous ai signalé déjà que Mohammed Ben Salman a perdu toute prétendue modernité. Il ne peut pas prétendre d'être le prince de la modernisation. C'est un prince dont on a retiré tous les habits d'apparat. Il est nu devant la communauté internationale. C'est un prince tout nu. Donc, Mohammed Ben Salman a perdu sa légitimité, entre guillemets, au niveau de la communauté, en tout cas de l'opinion publique, et je pense qu'il l'a perdu franchement à tout jamais. Je pense que ça va être très difficile pour lui de se reconstruire une réputation après ce qui s'est passé. Donc là, nous avons eu un impact. Nous avons eu un impact au niveau d'un pays tel que les États-Unis. Comme je l'ai toujours dit depuis que j'ai terminé mon enquête, c'est aux États-Unis que j'ai trouvé la plus grande détermination de faire en sorte que ceux qui étaient responsables du meurtre rendent des comptes. C'est aux États-Unis et particulièrement au sein du Congrès américain que j'ai rencontré les individus qui étaient absolument déterminés à faire en sorte que Mohammed Ben Salman et d'autres rendent des comptes. Donc, ils ont passé des sanctions, ils ont adopté des résolutions
contre l'Arabie saoudite, contre la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Malheureusement, parce que M. Donald Trump était au pouvoir à l'époque, il a opposé son veto à ces résolutions, mais c'était quand même formidable de voir ce mouvement politique qui n'avait pas d'allégeance, c'est-à-dire que c'était à la fois les républicains et les démocrates, enfin, certains d'entre eux, qui sont venus ensemble pour demander que l'Arabie saoudite rende des comptes. Et ça a continué jusqu'au mandat de Biden, quand au mois de janvier de cette année, la directrice des renseignements américains a rendu public les analyses des renseignements américains sur la responsabilité de Mohammed Ben Salman. C'était une étape importante, dans la mesure où depuis, moi en tout cas depuis mon enquête, je demandais que les informations de la CIA soient rendues publiques, en particulier en ce qui concernait la responsabilité de Mohammed Ben Salman. Ça a été fait au mois de janvier-février 2021. L'information a été rendue publique et le document public dit bien que Mohammed Ben Salman est personnellement responsable pour avoir commandité ce meurtre. Ce que j'ai regretté, c'est qu'après avoir fait ça, il n'ait pas pris des actions contre Mohammed Ben Salman. Donc, ils ont reconnu publiquement, les États-Unis ont reconnu publiquement que Mohammed Ben Salman était responsable, avait commandité le crime, mais ils n'ont pas voulu agir de façon concrète sur leurs conclusions. Ça, c'était regrettable. Ce qui est aussi regrettable, c'est que le document rendu public ne donnait pas de détails, c'est-à-dire que c'était une conclusion qui, franchement, aurait pu être tirée de mon rapport. Ils n'ont pas apporté d'éléments de preuve supplémentaires, ce que moi, je leur demandais. Cependant, donc toutes ces critiques, il faut les faire, et je suis contente qu'aux États-Unis, il y ait des gens qui continuent de demander à Joe Biden de ne pas s'arrêter là, et moi j'ajoute ma voix à la leur. Cependant, au niveau international, il faut qu'on reconnaisse que les États-Unis ont fait beaucoup plus que les autres. Bien sûr, certains pays ont fait des sanctions, mais franchement, ces sanctions ont été d'un impact limité. J'aimerais revenir sur l'histoire de Jamal Khashoggi. Moi, personnellement, j'étais frappée par la confiance qu'il fait au régime saoudien. Il va au consulat, il fixe un rendez-vous avec une date précise et un horaire. C'est comme s'il était un citoyen lambda. Il était trop naïf, il était trop sûr de lui ou il croyait tout contrôler. Je dirais un peu des deux premiers. Le troisième, je ne sais pas. Je n'ai pas. Bon, moi, je ne l'ai jamais rencontré, Monsieur Khashoggi, mais je n'ai jamais vraiment trouvé que c'était quelqu'un qui. Control freak, comme on dit en anglais. J'ai pas du tout eu cette impression. C'était quelqu'un d'humble, quelqu'un de doux, quelqu'un qui se mettait très rarement en colère. Quelqu'un qui venait du milieu, entre guillemets. Comme vous le savez, Jamal a évolué dans le milieu de la royauté saoudienne. Il avait ses entrées, il avait ses amis, il avait sa réputation, il avait tous les gens qui le suivaient sur les médias sociaux. Donc, je pense que, mais il n'était pas naïf non plus, dans la mesure où il avait dit clairement qu'il ne pouvait pas rentrer en Arabie saoudite, que s'il rentrait en Arabie saoudite, il serait emprisonné ou pire. Donc ça, il en était tout à fait conscient. Mais je crois qu'il n'aurait jamais imaginé que le gouvernement saoudien irait jusqu'à faire ce qu'ils ont fait sur le territoire d'un autre pays, dans un consulat saoudien. Ça, je pense que, franchement, ça a dépassé l'imagination de tout le monde aussi. On sait que, moi, en tout cas, j'avais déjà remarqué, je l'avais déjà rendu public, que les dissidents en exil n'étaient plus aussi protégés qu'ils l'avaient été dans le passé. C'était très clair que depuis, je dirais, 2-3 ans, moi, je voyais une augmentation des cas de dissidents attaqués dans leur pays d'exil par des personnes qui étaient soit déjà sur place ou que l'on envoyait de leur pays d'origine.
Donc ça, c'était très clair. C'est une évolution pour laquelle nous avons la preuve. Mais de s'attaquer à quelqu'un de cette façon-là, dans ce consulat, je crois que personne n'aurait vraiment imaginé. Et d'aller en plus jusqu'à vouloir le couper en morceaux, je veux dire, ça dépasse franchement toute imagination. Et même quelqu'un de cynique aurait eu du mal à penser que c'était possible. Donc non. Et puis Jamal était très amoureux. Il était amoureux fou de Hatice. Rappelons-nous que 2 jours avant son meurtre, quand lui et Hatice ont dit ben, on va aller au consulat, on va frapper à la porte du consulat. C'était quelque chose de spontané à ce moment-là. Ils étaient allés voir pour vérifier s'ils pouvaient se marier. Et le Turc responsable leur a dit non, non, il vous faut ce document. Et donc, de façon spontanée, Jamal et Hatice ont dit ben, on va aller voir. Donc, il est allé au consulat et on lui a dit ben, revenez dans 2 jours. Et donc, quand il est sorti du consulat, quand il a parlé avec Hatice, donc cette première fois, il était vraiment libéré de toute peur. Les gens avaient été très sympathiques avec lui, il l'avait bien reçu. Il s'est dit, ben voilà, dans 2 jours, j'aurai ce document et je peux me marier avec Hatice. Donc voilà, peut-être de la naïveté, peut-être, mais bon, je crois que franchement, personne n'aurait pu s'imaginer ce qui allait se passer 48 heures plus tard. Personne. Je continue toujours sur le meurtre. Et est-ce que, selon vous, le meurtre a été commis au nom de l'image publique du prince qu'il souhaitait vendre à l'époque avec cette idée du moderniste, plus banalement pour punir Jamal ou pour sa trahison ou pour lancer un message à la dissidence saoudienne dans le monde? Ouais, ben, j'imagine que c'est un petit peu de tout, un petit peu de tout. La première, je pense que la première motivation, c'était lié aux activités de Jamal, c'était lié au fait qu'il prenait de plus en plus une voie internationale, qu'il avait des projets liés à la démocratisation de la région, qu'il avait pris des initiatives avec d'autres dissidents, donc, et qu'on sait maintenant celle-ci était probablement sous écoute. Donc, toutes ces idées, toutes ces initiatives avaient remonté jusqu'à Riyad. Donc, je pense qu'au cours des semaines qui ont précédé son meurtre, Jamal Khashoggi était devenu vraiment la victime à abattre en raison des articles qu'il publiait dans le Washington Post, du fait que les portes s'ouvraient à lui partout dans la capitale américaine et qu'il avait ces gros projets de démocratisation. Donc, je pense que ça, c'est la première raison. La deuxième, bien sûr, rien ne peut être fait en Arabie Saoudite qui ne soit pas lié au prince Mohammed Ben Salman. Rien ne peut être fait en ou par l'Arabie Saoudite qui ne soit pas lié à la préservation, entre guillemets, d'une certaine idée de la royauté. Donc, on peut voir aussi dans son meurtre la main directe de Mohammed Ben Salman qui s'est opposé, qui a vu en Jamal Khashoggi l'homme à abattre, ce prince sans titre, qui osait lui porter ombrage, qui osait nommer ce qu'il faisait comme étant le contraire de la modernité. Donc, je pense qu'il y a eu une dimension personnelle, peut-être liée au passé de Jamal et sans aucun doute liée à la personnalité de Mohammed Ben Salman, qui ne supporte pas que qui que ce soit apporte ou fasse ombrage à son rôle, quoi. Donc ça, c'est la deuxième raison. Ensuite, a-t-on voulu envoyer des messages? Peut-être. Le message était subtil dans la mesure où au départ l'Arabie Saoudite a insisté qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre. Donc ça aurait été un message tout en demi-ton. On sait, mais on ne sait pas. C'est vraiment une menace latente que l'on apporte. Donc ça
Ça, c'est aussi tout à fait possible. Mais bon, je dirais l'ensemble de vos hypothèses sont tout à fait adaptées malheureusement à ce qui s'est passé. Vous en avez déjà parlé, on va aller vers Pegasus parce que ce spyware a un rôle déterminant, on le sait maintenant, dans le meurtre, dans la destinée de Jamal Khashoggi. Amnesty avait demandé que son exportation soit interdite vers certains pays à risque. Après ce scandale, pensez-vous qu'il y aura plus d'attention sur le sujet ou on doit vraiment s'attendre à que ça détériore totalement, qu'on se retrouve dans un monde encore plus surveillé et plus gravement surveillé en quelque sorte? Très bonne question. Écoutez, l'activiste et la secrétaire générale voudraient bien sûr que le scandale de Pegasus pour lesquels nous avons joué un rôle le mois dernier, que la découverte de ces 50 000 numéros de téléphone, de ces centaines de personnes qui ont été l'objet de piratage par ce spyware, par l'intermédiaire de Pegasus et donc de la complicité du NSO dans ces pratiques qui violent les droits et d'ailleurs le droit international, pas seulement les droits humains. Moi, je voudrais voir en toutes ces révélations le moment, le déclic où la communauté internationale se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Il faut quand même qu'on agisse parce qu'on ne va plus pouvoir contrôler. » Malheureusement, depuis le scandale a été révélé il y a un peu plus d'un mois. Malheureusement, depuis ce moment-là, les gouvernements me semblent peu disposés à agir. Les seuls qui soient jusqu'à présent intéressés et capables d'agir, bon, la société civile, bien sûr, les journalistes eux-mêmes, mais les seules institutions me semblent être les parlements, les parlementaires et les cours de justice. Les parlements et les parlementaires, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute de leur public et qu'ils savent que les populations sont très inquiètes de ce phénomène qui a différentes formes et c'est un phénomène qu'ils souhaiteraient que l'on maîtrise, et les cours de justice parce que de nombreuses personnes ont porté plainte, que ce soit des journalistes, des défenseurs, que ce soit en France, que ce soit au Mexique, que ce soit en Israël, etc., etc. Donc, ces deux institutions vont peut-être faire avancer les choses. La troisième, il va falloir voir comment les choses évoluent, c'est l'Union européenne elle-même. Donc, je pense qu'au niveau de l'institution régionale européenne, il y a déjà des pratiques, des outils, une compréhension du problème et des idées sur le développement et la mise en œuvre d'un moratoire sur la vente et l'exportation. Donc, j'espère que l'Union européenne ne va pas faillir à nos attentes et qu'elle va vraiment agir là de façon visionnaire. Pour moi, c'est la troisième institution. Il va falloir un petit peu attendre. Mais franchement, au-delà de ces trois institutions, c'est dans nos mains que les prochaines étapes vont pouvoir se développer. C'est à la société civile, c'est à la population de dire non. Nous voulons que cette industrie soit réglementée. Nous voulons que ces piratages, cette capacité des pays à pirater des individus tels que des journalistes et des défenseurs, de telle façon qu'il y ait là une violation massive des droits au niveau international, ça, j'espère que la population en général trouve ça alarmiste et qu'elle veut et qu'elle veut que l'on agisse contre ça. Donc ça, c'est mon attente. Il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une technologie qui n'est pas encore terminée. Son développement n'est pas terminé. Il s'agit d'une technologie qui est en évolution constante.
et cette situation rend les efforts de réglementation difficiles. Il faut bien le reconnaître. Donc, aurons-nous plus de chance dans 1 an ou 2, lorsque la technologie aura peut-être atteint un palier? J'espère. Mais de toute façon, ça ne veut pas dire qu'en attendant, il faut attendre ou il faut être silencieux. Il faut continuer de dénoncer, il faut agir par l'intermédiaire de nos parlementaires, de nos cours de justice et faire en sorte que cette industrie comprenne que nous les avons à l'œil.